Les cris étouffés d'un enfant dans une cour déserte. Un sac posé au sol. Une voiture qui recule lentement sans même regarder en arrière. À l'intérieur de la cour, une jeune fille de 8 ans, Zimuzo. Sa robe en lambeaux. Ses yeux, deux lunes noyées dans l'eau salée. Elle vient d'être effacée de la vie de quelqu'un. Personne n'ose demander pourquoi une enfant de 8 ans est restée assise sur un banc de ciment devant l'école de Dem Village, alors que le soleil meurt derrière les montagnes rouges du sud-est nigérian. Zimuzo ne pleure plus. Elle a compris. La voiture qui l'a déposée, une vieille Peugeot 504 familiale, ne revient pas. Elle se relève lentement, son petit sac noué sur l'épaule. Aucun mot, aucun adieu. Elle n'a même pas de chaussures. Quelques heures plus tôt, sa belle-mère l'avait serrée fort. Trop fort. Une étreinte qui disait « Je vais faire semblant d'aimer une dernière fois ». Puis ce fut le silence. Un silence bourré de complots, de fausses promesses et de honte familiale. À 8 ans, Zimuzo comprend ce que même les adultes n'osent avouer. On peut être abandonné sans mourir. La directrice de l'école, Madame Oyibo, une femme stricte mais curieusement émotive ce jour-là, ouvre lentement la grille rouillée. « Tu es perdue, petite ?»« Non. On m'a laissée ici pour toujours. » Ce « pour toujours » percute le cœur de la directrice. Une phrase qu'aucun enfant ne devrait maîtriser. Elle appelle les autorités. Elles ne viennent pas. Elle appelle la famille. Elle tombe sur des silences. Zimuzo a été effacé. Mais ce n'est pas un conte de fées. La suite n'est pas magique. Pendant 3 ans, Zimuzo reste à l'école comme pensionnaire non officiel. Les enseignants cotisent pour l'uniforme. Les cuisinières partagent leur pain sec. Elle ne parle presque jamais. Mais elle observe. Elle retient. Elle écoute les failles des gens. Et un soir, dans la salle de bal poussiéreuse, pendant une répétition de théâtre scolaire, elle se lève. Elle improvise un monologue sur l'abandon. La pièce n'avait pas de rôle pour elle. Mais tout le monde pleure. C'est ce jour-là que son appel à l'aventure commence. Zimuzo n'a plus peur. Elle sait que sa voix peut briser des chaînes. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que sa famille biologique, qu'elle croyait morte ou disparue, vit à quelques kilomètres, riche et puissante, et qu'il la cherche. Pas pour de bonnes raisons, mais parce que quelqu'un vient de découvrir une vérité terrible dans les archives de l'état civil. La lettre arrive un matin poussiéreux, glissée sous la porte de l'école. Une enveloppe brune sans timbre, seulement écrit au stylo rouge « Pour Zimuzo ». Personne à l'école ne l'appelle ainsi. Elle est la petite orpheline, la silencieuse, la fille du sort. Pourtant, l'écriture est familière, tremblante. Elle n'ose pas l'ouvrir tout de suite. Elle la cache dans un vieux dictionnaire de géographie, entre les pages de l'Afrique de l'Ouest. Ce soir-là, un incendie éclate dans l'internat. Une défaillance électrique. Tous les enfants sont évacués. Dans la panique, Zimuzo court jusqu'à la bibliothèque. Elle récupère le dictionnaire. Le feu dévore déjà les murs. Mais elle sort indemne, tremblante, les cendres dans les cheveux. Et dans sa main, l'enveloppe. Elle l'ouvre enfin. Une page, une seule. Tu n'aurais jamais dû naître, mais tu portes quelque chose qui ne t'appartient pas. En bas, une signature floue. Msi Kennedy Chukwu, son nom de famille. Elle brûle la lettre dans le seau d'eau. Mais pas assez vite. Une partie du papier flotte. Le testament est en danger. Les jours suivants, Zimuzo refuse d'en parler. Quand Madame Oyibo l'interroge, elle détourne les yeux. L'appel à découvrir ses origines vient de lui être lancé, mais elle le rejette. Elle croit pouvoir continuer à vivre dans l'ombre. Grandir sans bruit. Apprendre. Enseigner, peut-être. Mais les nuits ne dorment plus. Elle fait des cauchemars d'un vieil homme en fauteuil roulant qui l'appelle par son nom complet, dans une salle remplie d'oiseaux morts. Un mercredi, un nouveau professeur arrive. Monsieur Dandé, un ancien journaliste reconverti en enseignant d'histoire. Il boit trop de thé, parle trop peu, observe beaucoup. La première fois qu'il croise Zimuzo dans le couloir, il dit doucement « Tu as les yeux d'Ekennedy Lee ». Elle se fige. Personne ne connaît ce nom ici. Je l'ai vu en 1988. Dans un procès. Il parlait de toi, tu sais, avant de disparaître. Elle s'enfuit, mais il la retrouve plus tard sous le manguier. Il ne sourit pas, il ne force rien, il dépose une boîte en métal sur le sol. Ce sont des extraits de journaux. Regarde quand tu es prête. Mais sache ceci, ton nom, ton histoire n'ont pas été oubliés, seulement enterrés.
Zimuzo ouvre la boîte. Elle lit. Et le monde qu'elle croyait réel s'effondre. Un article raconte l'histoire d'un certain Chike Ekenedilichukwu, fondateur d'un empire agricole qui perdit son fils unique dans un accident suspect. La fiancée de ce dernier mourut en couche. Le bébé disparut. L'article est daté de 1987, l'année de sa naissance. Un autre titre, le Conseil des chefs Igbo bloque l'accès au testament de Chike Ekenedilichukwu. Une clause mystérieuse parle d'un héritier inconnu. Zimuzo comprend. Elle est l'enfant disparu. Elle est l'héritière effacée. Ce soir-là, sous la lampe faible de la cuisine de l'école, elle pose la boîte sur la table et dit à Madame Oyibo, « Je veux savoir. Tout, même si ça fait mal. Je veux les retrouver. » « Tu es sûre ?»« Non, mais je suis prête à ne plus me cacher. » Madame Oyibo verse du thé. Elle regarde Zimuzo comme une mère qu'elle n'a jamais été. Puis, d'un ton grave. « Alors il est temps que tu rencontres ton vrai mentor, celui qui connaît toute l'histoire. Il vit à Nsuka, mais il se cache aussi. » Pourquoi? Parce qu'il a trahi ta famille pour te sauver. Et à l'aube, avec un petit sac et la boîte en métal, Zimuzo quitte pour la première fois le village de Ndem. Vers Nsuka, vers son passé, vers sa vérité. Le vieux minibus Peugeot 505 avance lentement sur la route de Nsuka. Ses pneus crissent sur la terre rouge mouillée. Assise à l'arrière, Zimuzo serre la boîte contre elle comme un talisman. Chaque bosse sur la route semble réveiller un souvenir, un frisson. Nsuka n'est pas un village, c'est une frontière. Un monde plus vaste, bruyant, impitoyable. L'école de Ndem était pauvre mais stable. Ici, les klaxons n'ont pas d'âme et les visages ne sourient pas gratuitement. Elle descend au terminus. Le chauffeur marmonne une prière Igbo en la regardant. Wa, Makaega Emeji, pour ce qui t'attend. Zimuzo marche déterminé. Le mentor promis par Madame Oyibo vit dans un quartier oublié, en bordure du campus universitaire. Il s'appelle Naemeka, un ancien juge radié, connu pour avoir disparu après une affaire controversée. Elle frappe à la porte métallique. Personne ne répond, mais un garçon de 10 ans qui joue aux billes plus loin s'approche. « Tu cherches Papa Naemeka ?» Il ne reçoit personne, sauf les filles venues du passé. La grille s'ouvre d'elle-même. Une main ridée, un regard d'obsidienne, une voix. « Tu as les mains de ton père, mais les yeux de ta mère. » Entre. La maison est remplie de vieux livres et de journaux enchaînés par des rubans noirs. Naemeka ne parle pas tout de suite. Il observe Zimuzo comme s'il vérifiait qu'elle était réelle. Il finit par poser un petit coffret devant elle. « Ouvre-le seulement si tu es prête à entendre des vérités sans retour. » Elle l'ouvre. Dedans, une cassette audio, un mouchoir brodé et une photographie. Une femme en robe blanche enceinte. Derrière, une inscription « À ma fille. » Le monde tentera de te briser, mais ton nom est une clé. Zimuzo pleure. Pas pour la première fois, mais pour la première fois, elle pleure de reconnaissance. Naemeka insère la cassette dans un lecteur poussiéreux. Une voix de femme s'élève, douce, tremblante. « Si tu entends ceci, c'est que tu es en vie, Zimuzo. Je suis désolé. Je voulais t'élever, mais ils m'ont traqué et ton père a été empoisonné avant de t'enregistrer à l'état civil. » Elle s'effondre. Mais Naemeka la relève avec autorité. « Tu ne peux pas tomber ici, car tu n'es plus en bas du monde. Tu es au seuil, et derrière cette porte, ta guerre commence. » Il lui remet une liasse de papiers légaux, des extraits du testament de Chike Ekenedilichukwu. Une clause inconnue y apparaît. L'héritier véritable devra retrouver l'objet volé lors de la veillée funèbre. Personne n'a jamais compris ce que c'était. Tu es cette héritière, Zimuzo. Mais tu devras retourner à Enugu, au domaine familial. Ils n'ont jamais vendu la maison, mais elle est gardée, et ceux qui y entrent n'en ressortent pas toujours. Elle comprend. L'école, l'abandon, les silences. Tout était orchestré. Le monde qu'elle croyait connaître n'était qu'une cage, et cette ville, cette quête, cette cassette, c'est le passage. Le passage vers un monde où la vérité est dangereuse, un monde où elle ne sera plus jamais l'enfant oublié, mais l'ennemi désigné. À l'aube, elle quitte Nsuka, seule, mais avec un objectif, retrouver la maison et l'objet volé. Elle ne sait pas encore que dans cette maison, une femme l'attend déjà. Une femme au regard brûlant, au visage presque identique au sien. Et cette femme pense que Zimuzo est venu pour la tuer. Séance 4. Épreuve alliés et monomythe. Les tests alliés et ennemis dans le monde extraordinaire.
Personnage principal, Zimuzo Ekenedichukwu. Le portail du domaine Ekenedichukwu n'a pas bougé depuis 20 ans. 2 lions de pierre couverts de mousse gardent l'entrée, leur gueule éternellement ouverte comme pour avertir. Zimuzo franchit la grille à pied. Aucun garde, aucun chien. Le silence. Mais dès qu'elle met le pied sur l'allée en pierre, une voix fuse depuis le balcon. « Tu reviens pour mourir ou pour hériter ?» Zimuzo lève la tête. Une femme d'environ 30 ans, drapée dans un cabas ivoire, la fixe. Ses traits sont familiers, une version plus dure, plus maquillée. « Je suis Zimuzo, » dit-elle simplement. « Je sais, et je suis ta sœur, Nwakaego. » Le mot tombe comme une hache, une sœur, une survivante, une rivale. Nwakaego descend lentement les escaliers en bois. Claque des doigts. 2 hommes apparaissent. Pas des domestiques. Des ombres. Ils encerclent Zimuzo. « Papa t'a protégé. Moi, il m'a envoyé en internat au Ghana à 10 ans. J'ai grandi dans les coups et le mépris. Et maintenant, tu reviens comme une vierge prophétique avec ton nom et ta douleur bien emballée. » Zimuzo ne répond pas. Elle fixe Nwakaego droit dans les yeux. « Je ne veux rien te prendre, mais je veux savoir. Pourquoi notre mère est morte? Pourquoi il y a eu un objet volé? Pourquoi tout a été détruit? » Un silence. Puis Nwakaego rit. Pas de joie, de rage, de fatigue. « Tu veux la vérité? Tu vas la voir. Mais sache que chaque vérité a son prix, et tu vas saigner avant la fin. » La première nuit dans la maison est glaciale. Chaque pièce a été figée. Des portraits recouverts, des tiroirs cloués. Un monde figé dans l'après-trahison. Dans l'aile ouest, Zimuzo rencontre Shibundu, un vieil homme bossu, ancien jardinier de leur père. Il lui offre une calebasse de jus d'oseille et murmure. Le vol n'était pas un vol, c'était un acte de protection. Le trésor était vivant. Moi? Non, pas toi, quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, la tension monte. Nwakaego espionne Zimuzo. Elle place un micro dans sa chambre. Elle interroge Shibundu en secret. Et surtout, elle téléphone à un avocat corrompu, Maître Izundu, pour contester la clause du testament. Elle veut faire valider un nouveau document, signé sous la contrainte d'un patriarche mourant. Mais cette nuit-là, Zimuzo découvre une photo dans un livre creux, son père tenant 2 bébés. 2. Elle confronte Nwakaego. « Tu as menti. Ce n'était pas moi qu'ils ont protégé. C'était un garçon. Où est-il? » « Mort, enterré, fini. Tu mens. » Nwakaego la gifle, puis fond en larmes. « Ils ont tué mon frère pour te cacher. Ils ont effacé mon enfance pour créer ton retour héroïque. Et maintenant tu veux la vérité? Tu ne la supporterais pas. » Le lendemain, un incendie éclate dans la salle des archives de la maison. Zimuzo est enfermé dans la bibliothèque. Un piège. Mais Shibundu revient, hurlant son nom, brisant une fenêtre. Il la sauve. Mais il est blessé. Avant de perdre connaissance, il murmure. « Le garçon est vivant. Il s'appelle Obiajulu. Et il est devenu ton plus grand ennemi. Il croit que tu veux lui voler sa vie. Il va te retrouver, très bientôt. » Zimuzo comprend. Sa sœur n'est pas son seul obstacle. Son frère caché qu'elle n'a jamais vu a été élevé comme un ennemi, et il arrive. 3 jours après l'incendie, la maison semble se refermer sur elle-même. Les couloirs grincent davantage. Les portes se ferment seules. Zimuzo ne sait plus où s'arrête la mémoire et où commence la trahison. Shibundu, le vieux jardinier, est dans le coma à l'hôpital. Nwakaego ne parle plus. Elle a enfermé tous les documents, verrouillé les caves et fait changer les serrures. Mais dans son regard, une terreur nouvelle. Elle ne craint plus Zimuzo. Elle craint quelqu'un d'autre. Une nuit, la porte du bureau paternel. Zimuzo paternel claque. Descend. Personne. Mais sur le bureau, une page humide d'encre fraîche. Il est là, dans la maison, le frère, Obiajulu. Elle se retourne, la lumière clignote. Sur le miroir, écrit au rouge à lèvres, « Tu veux la vérité? Creuse là où la honte a germé. » Le lendemain, Zimuzo suit un couloir qu'elle n'avait jamais exploré, celui menant à la cave à vin. Derrière une rangée de bouteilles, elle découvre une trappe. Elle descend, torche en main, une salle souterraine, un abri transformé en sanctuaire, des photos, des cassettes, des objets appartenant à un enfant, un cahier avec une écriture tremblante, un jouet cassé, un bracelet tressé. Au centre, un carnet au cuir déchiré. Elle l'ouvre. C'est un journal, celui d'un garçon caché, enfermé pendant des années, écrit à l'âge de 7, 10, puis 12 ans. On dit que ma sœur est partie, qu'elle n'existe plus, mais je l'ai vue. Une nuit, par la fenêtre, elle est revenue, elle brillait,
et on l'a recachée. Ils disent que c'est sa faute si maman est morte, si papa s'est tué. Un jour, je la retrouverai et je lui montrerai ma douleur. Zimuzo comprend. Elle n'a pas été cachée, elle a été offerte, comme un bouc émissaire. Son frère a été gardé enfermé dans cette maison par une famille qui s'est désintégrée autour du silence. Et maintenant, il est libre. Le soir même, un appel anonyme la réveille. Une voix masculine, jeune, tremblante. « Je suis là, Zimuzo, et tu ne sais rien de moi. Mais moi, je t'ai regardé toute ta vie. De loin, dans les journaux. Les listes scolaires, les accidents, l'incendie n'était pas pour toi. C'était un avertissement, parce qu'on va tous payer pour ce qu'ils nous ont fait. Obiadjulu, silence. Je t'attends dans le puits, là où ils ont enterré notre sang. » Puis, ça coupe. Zimuzo découvre le puits le lendemain, derrière les anciens écuries, recouverts de pierres. Elle dégage l'ouverture. Au fond, une boîte en fer. Elle descend à l'aide d'une corde nouée. Ses mains saignent, sa robe se déchire. Elle atteint le fond. Dans la boîte, une cassette audio, encore. Elle la remonte. Court dans sa chambre. Insère la cassette dans le lecteur. C'est la voix de leur père. « Si vous entendez ceci, c'est que j'ai échoué. Le poison m'a tué. Le conseil veut effacer ma lignée. Obiadjulu, mon fils, tu as été caché pour survivre. Zimuzo, ma fille, tu as été sacrifiée pour préserver une illusion. Mais un jour, ensemble, vous découvrirez que le véritable héritage n'est pas l'argent, mais le crime que tous ont commis. » Puis une coupure, un cri, une porte qu'on claque. Zimuzo lève les yeux. Dans le miroir de sa chambre, un reflet. Un homme, debout, derrière elle, son frère. Il ne sourit pas, il ne pleure pas, il ne la hait pas, mais il tient dans sa main une clé, et dans l'autre, une lettre. Je sais maintenant qui a vraiment tué notre mère. Il ne reste plus de mur entre eux. Zimuzo et Obiadjulu se font face. Deux enfants séparés par le feu, réunis par les cendres. La lettre qu'il tient dans sa main tremble. Il n'ose pas la lâcher. Elle la saisit. Elle lit. « À quiconque retrouvera cette lettre, j'ai fait tuer ma belle-fille, pas par haine, par devoir. Elle portait un enfant qui menaçait l'unité de notre nom. Je l'ai livrée, je l'ai fait taire. Mais ce que je n'ai pas prévu, c'est qu'elle survivrait assez longtemps pour enfanter, et qu'un jour, l'enfant reviendrait. » Signé, matriarche Nena Ekenedilichukwu, la mère de leur père, la grand-mère, toujours en vie, toujours en pouvoir. Zimuzo recule, le monde bascule. Elle n'a pas été abandonnée par faiblesse. Elle a été abandonnée par stratégie. Obiadjulu baisse les yeux. « J'ai voulu te haïr, mais cette lettre m'a libéré. Maintenant, je sais qu'ils ont menti à tous les deux. » Zimuzo s'effondre sur une chaise. Elle ne pleure pas. Plus maintenant. Elle dit seulement « Il faut la confronter. Elle est toujours vivante, et elle possède le testament original. » Obiadjulu hésite. « Tu ne la connais pas. C'est une muraille. Elle a survécu au procès, aux menaces, aux assassinats. Tu penses l'affronter avec la vérité ?» Zimuzo lève les yeux. « Pas seulement avec la vérité, avec notre nom, avec notre voix, ensemble. » Le lendemain, ils prennent la route pour Umuchu, le village de la matriarche. Un palais ancestral trône là, encerclé de serviteurs muets, d'enfants sentinelles et de rumeurs. Personne ne franchit les grilles sans une convocation, mais Zimuzo n'attend pas d'être appelée. Elle frappe. Fort. Zimuzo Ekenedilichukwu demande audience. Et Obiadjulu aussi. Le silence. Puis la voix d'une vieille femme. « Entrez, si vous êtes prêt à ne plus sortir. » Nena Ekenedilichukwu est assise, immobile, vêtue d'un boubou noir. Ses yeux clairs et sans cils les dévorent. « Je vous ai nourri du silence, et vous avez grandi dans la vengeance. Bravo, vous voilà enfin réunis. Fraternité du chaos. » « Qu'attendez-vous de moi ?» Zimuzo avance. Elle tend la lettre. « Votre confession. Votre règne se termine ici. Le sang versé doit être reconnu. » Nena sourit. « Tu crois que cette lettre va briser mon empire, ce papier ? Il ne prouve rien devant mes avocats. Mais ton visage, ta voix, ton courage, c'est ça la preuve. Et c'est ce que je voulais tester. » Zimuzo chancelle. « Quoi ?» La vieille femme se lève. Trop vite pour son âge, trop droite pour ses rides. « Je voulais voir qui hériterait de ma force. Pas de ma richesse. Tu es prête ? » Obiadjulu est prêt. « Vous avez franchi les flammes sans vous consumer. Voilà mon testament. » Elle tend un parchemin roulé, scellé à la cire, le vrai testament. Mais au moment où Zimuzo tend la main, un coup de feu éclate, un cri, du sang. Obiadjulu s'effondre, touché à l'épaule. Un garde, l'arme fumante en main, murmure.
Il n'était pas censé survivre. Zimuzo, sans réfléchir, bondit, désarme le garde, crie, hurle. Les serviteurs accourent. Le chaos se brise sur la salle. Mais la vieille femme reste immobile. Elle regarde Obiajulu à terre et murmure « Il fallait que vous méritiez votre histoire jusqu'au sang. » Les secours arrivent. Obiajulu est sauvé. Mais une caméra cachée, installée par Zimuzo dans sa broche, a tout filmé. La lettre, la trahison, la tentative de meurtre. Le soir même à la télévision nationale, le testament maudit des Ekenedilishuku révélé. Les enfants cachés reprennent leur nom. Nena est arrêtée. Le Conseil des Anciens est dissous. Le domaine est saisi. Mais surtout, Zimuzo et Obiajulu sont reconnus. La maison familiale est scellée. Un ruban rouge traverse le portail des Ekenedilishuku. Le nom jadis porteur de crainte est maintenant le sujet d'articles, de mèmes, d'émissions de débats. Zimuzo marche dans les couloirs vides, les murs désormais nettoyés de leurs secrets. Chaque pièce, chaque odeur, chaque écho, tout est chargé d'anciens crimes, mais aussi d'un calme nouveau. Elle a gagné. Mais à quel prix? Obiajulu, encore affaibli, repose dans une clinique privée à Enugu. Il ne parle presque pas. Depuis le coup de feu, son regard a changé. Non plus hanté par la haine, mais par la honte. Il a grandi dans le mensonge. Et il découvre lentement qu'il est le fruit d'une peur. Une délégation du ministère de la Justice contacte Zimuzo. Le testament original est authentifié. La fortune familiale, terres, brevets agricoles, actions dans des banques communautaires est désormais entre ses mains. Mais elle ne signe aucun papier. Pas encore. Elle retourne d'abord à l'école de Ndem, là où elle avait été abandonnée, là où elle avait été laissée comme un fardeau. Elle se tient à nouveau devant le portail rouillé, seule. Mais cette fois, elle entre en tant que donatrice. Madame Oyibo, vieillie mais toujours debout, sort de sa salle de classe en la voyant. « Tu es revenue ?»« Oui, oui, et je suis venu offrir ce que j'aurais aimé recevoir. » Zimuzo annonce la création de la Fondation Amarachi, du nom qu'on lui donnait dans sa jeunesse silencieuse. Un centre pour enfants abandonnés, traumatisés, effacés du registre du monde. Elle offre les terres héritées à Ndem. Elle construit une bibliothèque, un hôpital, une maison de réinsertion. Mais alors que tout semble se stabiliser, une lettre arrive. Encore. Une enveloppe noire laissée sur son bureau sans timbre. Elle l'ouvre. Tu n'étais pas la seule héritière oubliée. Il y en a d'autres? Regarde dans les prisons de Jos. Demande après Emeka Nwafor. Et prépare-toi. Ce que tu crois avoir découvert n'est que la première couche. Un témoin du puits. Elle se rend à Jos. Prend un faux nom. Pénètre dans l'ALC de la prison. Un homme, la cinquantaine, pieds nus, yeux pâles, l'attend derrière la vitre. « Tu es la fille de Keneshi ?»« Oui. Alors, je dois te dire la dernière vérité. » Il approche sa bouche du téléphone. « Tu n'étais pas la seule enfant née ce soir-là. Il y avait 3 bébés, pas 2. »« Quoi? La 3e? C'était une fille, disparue, mais vivante, et elle te cherche. » Zimuzo ressort de la prison, le cœur lacéré. Tout ce qu'elle croyait stable s'effondre. La boucle n'était pas bouclée. Elle venait juste de terminer un premier cercle. Le retour au monde ordinaire n'est qu'une illusion. La véritable quête commence. Et elle n'est plus seule. Ni dans la douleur, ni dans le sang. Séance 8, le retour transformé et la révélation finale. Basé sur le monomythe, le retour du héros transformé, porteur d'un nouvel équilibre ou d'un feu. Personnage principal, Ekenedi. La pluie tombe sur Lagos comme une guerre douce. Zimuzo est debout sur un balcon au 15e étage, regardant le port industriel avaler la brume. 3 semaines ont passé depuis la révélation. 3 enfants nés, un disparu, une quête rouverte. La Fondation Amarachi est déjà en activité. Des dizaines d'enfants, orphelins ou mutilés par les silences du pays, retrouvent une voix. Zimuzo, elle, n'a plus de voix intérieure. Tout en elle est attente. Une alerte sur son téléphone. Article exclusif. Une femme retrouvée dans un couvent isolé de Koji State affirme être la sœur perdue des Ekenedilishuku. Le choc, le vertige. Zimuzo saute dans le premier vol intérieur. Le couvent est une bâtisse oubliée, couverte de bougainvilliers. À l'intérieur, des femmes silencieuses, toutes vêtues de blanc. Une seule porte verrouillée. Une seule voix derrière. Je savais que tu viendrais. La porte s'ouvre et le monde chavire. Assise sur un tapis de prière, une jeune femme, le visage doux, fragile, les yeux exactement comme ceux de leur mère. Elle, tu es Neoma.
Elle sourit. La troisième, l'oublier. Celle qu'on a confiée à Dieu pour qu'elle ne meure pas dans le feu des hommes. Zimuzo tombe à genoux. Elle tremble. Pourquoi toi? Pourquoi ici? Parce que j'étais l'enfant maudit selon la prophétie familiale, celle dont la naissance provoquerait l'effondrement de la maison. Mais la maison s'est effondrée sans toi. Et c'est là leur erreur. Ils ont fui une vérité qu'ils ont eux-mêmes construite. Neoma tend un carnet. Des lettres de leur mère, écrites en secret au couvent. Chaque page est un appel, une prière, un poème. À mes enfants dispersés, lorsque vous vous retrouverez, ne vengez pas mon nom. Réparez, recréez. Portez notre sang non comme un poids, mais comme un champ. Le retour à Lagos se fait à trois. Zimuzo, Obiajulu, encore en convalescence, et Neoma. Trois fragments réunis, pas pour un trône, mais pour une réparation vivante. Ils annoncent ensemble à la presse. Nous ne prendrons ni l'argent, ni les terres. Nous offrirons tout à la mémoire des disparus. Et nous bâtirons une école, une archive, un mémorial. Le pays est secoué. Jamais une famille aussi puissante n'avait choisi de détruire son héritage pour en créer un autre. La dernière scène se déroule à Ndem. Un champ, désormais dégagé. Des enfants courent. Une pierre inaugurale est posée. Zimuzo y grave elle-même les mots. Nous avons été abandonnés. Nous avons été effacés. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus la preuve que l'amour, même mutilé, peut survivre à l'oubli. Obiajulu et Neoma l'embrassent. Pas de drame, pas de musique, juste le silence complet d'un monde réparé. Merci d'avoir suivi l'histoire bouleversante de Zimuzo et Kenedichukwu, un voyage à travers l'abandon, la vérité et la renaissance. Si cette histoire vous a touché, ému, bouleversé, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Là-bas, vous trouverez des récits visuels, des personnages inoubliables et des voyages émotionnels puissants comme celui-ci. Et maintenant, à vous la parole. Avez-vous été surpris par la révélation de la troisième sœur? Pensez-vous que Zimuzo a bien fait de renoncer à la richesse? Qu'auriez-vous fait si vous étiez à sa place? Vengeance ou réconciliation?